Où en sommes-nous de la 5G? Que faire de la 5G au niveau de l'espace francophone et au-delà? Parce que le village francophone, ça n'est évidemment pas que la vingtaine de pays francophones qui travaillent déjà avec nous au sein du club, mais c'est 88 pays depuis que nous avons annoncé hier, vous le savez, un accord très important avec le président du patronat francophone, 88 pays francophones, francophiles. Où en sont-ils avec la 5G? Quels sont les meilleurs usages? Qu'est-ce que l'on va en faire? Comment ça va démarrer? Quels sont les problèmes qui peuvent se poser? Eh bien, pour le savoir, il y a deux façons de le faire. Soit on se pose tout seul dans son coin, comme un expert, il y en a beaucoup. C'est pas notre culture VH francophone. Nous, on aime l'intelligence collective. Et cette intelligence collective, quand on crée un collectif, justement, on a besoin d'experts, de références. C'est pas, du coup, sans certaine fierté que j'accueille ces experts. Olivier, Antoine, Hervé, est-ce que vous êtes connectés? Bonjour Hervé Rasclar. Est-ce que vous êtes là? Alors, est-ce qu'Hervé nous a rejoint au bain? Oui, parce que moi, je pars comme ça du principe que, Hervé dénote. Bon, mais sinon, j'ai la chance d'avoir son observateur. Bonjour, Robin. Bonjour. Voilà, toi, tu n'avais pas prévu d'intervenir, mais voilà. Écoute, en l'absence d'Hervé, je te propose à la fois de lui envoyer un petit message pour savoir où il en est, et puis d'intervenir dans quelques instants. Allez, Antoine nous a-t-il rejoint? Bonjour, Antoine. Bonsoir à tous, ravi d'être là. Bienvenue Antoine. Donc, Antoine, directeur général d'Alsatis, présentation en quelques mots d'Alsatis. Alsatis, j'ose le dire en toute humilité, c'est une pépite des télécoms qui fait son chemin. Mais il n'y a pas d'humilité si c'est vrai, il faut le dire. Il faut le dire et je le dis haut et fort. En tout cas, je suis très fier, très fier d'animer, de piloter cette équipe. C'est une boîte qui s'est créée en 2004, qui a maintenant plus de 15 ans d'expérience, qui a passé l'ancienneté fatidique des 10 ans, qui fait souvent le tri entre les sociétés qui se créent et celles qui perdurent. On a sévi historiquement sur la fracture numérique pour essayer de régler les inégalités de connectivité des foyers en France. On est dans un pays qui est quand même très scrupuleux de cet aspect-là. On connaît l'histoire de France Télécom ces 50 dernières années qui a amené bravement le téléphone à tous les foyers français. On se devait, dans les années 2000, de prendre en compte cette fracture numérique qui a des effets évidemment néfastes sur l'attractivité des territoires, sur les économies locales. Donc, on a travaillé beaucoup à ça. Et effectivement, c'est un sujet qui grandit puisque en même temps qu'on continue de faire progresser les technologies, que ce soit la fibre optique ou la 5G, on continue malheureusement d'aggraver la fracture numérique, puisque les technologies les plus modernes et les plus performantes sont souvent dédiées aux zones les plus denses. Et finalement, on continue de créer des écarts entre les zones les moins denses et les plus denses. Voilà l'historique d'Alsatis, qui, depuis, s'est emparé définitivement de la technologie LTE, qui est une technologie qui met à peu près tout le monde d'accord depuis la génération 4G. Et aujourd'hui, Alsatis s'est vu confier des projets innovants et lauréat de projets innovants lancés par le gouvernement dans le cadre du dispositif du plan de relance. Et figurez-vous qu'on a la chance de mettre en œuvre un dispositif 5G qu'on appelle une infrastructure souveraine et sécurisée, ce qui est plutôt à la mode en France. Et j'espère qu'on en parlera un peu parce que c'est un vrai sujet européen et français. Et on s'apprête donc à déployer une infrastructure dédiée 5G pour les besoins du monde vertical. En l'occurrence, ça, c'est les hôpitaux. C'est l'hôpital, le CHU de Toulouse, qui est plutôt balèze. Mais ça pourrait être une régie de transport, ça pourrait être une centrale nucléaire, ça pourrait être tous les besoins spécifiques dits verticaux qu'on retrouve en France. Donc voilà, Alsatis, c'est un acteur agile de la technologie 5G, des infrastructures de l'information aujourd'hui. Et on est ravis de pouvoir participer à ce débat et d'assumer une humble contribution. Alors, merci Antoine, merci pour d'abord nous les entrepreneurs ambitieux et qui proposent de l'innovation. Non seulement on les met à l'honneur, mais on les amène au CES Las Vegas, au GITEX de Dubaï, au sommet de la francophonie. On a un planning événementiel dans les 16 plus gros événements mondiaux. Et donc, évidemment, tous ceux qui innovent et qui ont des discours sont les bienvenus au cœur du village francophone. Alors, autre intervenant que j'accueille pour la première fois, mais avec également tout autant de bonheur. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, Olivier Duraillon, donc business développement au sein de Nokia. Alors, moi, je ne suis pas un tech super, j'ai quitté Nokia dans la téléphonie. La 5G, j'imagine que ce n'est pas rien.
regard d'un géant mondial, regard d'un expert et d'un player important, évidemment, par rapport aux nouveaux enjeux qu'offre la 5G. Présentation, Olivier. Oui, bah, peut-être juste deux mots sur Nokia, parce qu'effectivement, comme vous, Marc-Lionel, certaines personnes peuvent avoir perdu trace, j'allais dire, de Nokia. Donc Nokia, on est évidemment une pépite des télécoms aussi, c'est-à-dire nous créons les technologies pour aider le monde à agir ensemble. C'est-à-dire qu'on se positionne en tant que partenaire de confiance des opérateurs, des entités publiques, des réseaux de missions critiques. Et nous sommes clairement une société qui investissons énormément en R&D, en innovation, en technologie, et ceci, j'allais dire, toutes les technologies d'infrastructure du moment, c'est-à-dire le mobile, évidemment, 2G, 3G, 4G, 5G, le fixe, donc le FTTH, tous ces nouveaux la enjeux. fibre à l'abonné, ainsi que toutes les solutions cloud. Très bien. Alors, sur le plateau ici, donc au 24e étage de la tour Zamansky, donc à l'université de la Sorbonne, deux invités. Alors, un qui n'avait pas prévu, hein, c'est Aubin. Oui. Bonjour Aubin. Bonjour. Eh ben, mais comme ton boss a disparu, tu lui diras que je t'ai gentiment proposé de faire le job. Alors Aubin, toi tu représentes du coup et de fait Infranum. Infranum en quelques mots, parce que c'est évidemment, nous comptons, et après des discussions préalables, je peux l'affirmer sans grand risque, hein, vraiment sur Infranum déjà pour la France, mais je sais que Infranum a déjà un déploiement. On était hier avec Stéphane Leluc, c'est nos connexions qui ont permis notamment aux Républiques démocratiques du Congo de présenter le ministre qui a rencontré hier Stéphane. Donc voilà, tout ça se mélange. Mais Infranum, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette association qui a changé de nom il n'y a pas si longtemps quelque part, donc peut-être que l'ancien était plus connu, mais voilà, c'est énorme Infranum, c'est quoi? Alors Infranum, créé sous le nom de FIRIP, Fédération des réseaux d'initiatives publiques en 2012, qui a changé de nom en 2018 pour s'appeler Infranum. Aujourd'hui, c'est 220 membres, 220 entreprises qui travaillent au déploiement de la fibre optique en France, à la création des territoires connectés et durables, toutes les entreprises qui interviennent dans le cadre de ces différents projets et qui se positionnent comme un accompagnant des collectivités, mais aussi des clients publics étrangers, via nos commissions, notamment sur l'export international. Très bien. Et puis à nos côtés, vous le connaissez puisque si vous suivez les programmes du village francophone, Julien Bonnel, c'est le coordinateur du collectif Côte d'Azur Monaco du village francophone, 80 membres, 4 territoires d'excellence, dont un, le premier pays dans un collectif entièrement couvert par la 5G, qui est Monaco. Hein, voilà, quelques mots sur ce sujet, la 5G, par rapport à est-ce que c'est quelque chose qui est important sur le territoire? Bien sûr, c'est important. On a vu Monaco être le premier pays à déployer. C'est un grand pays, mais par la taille, grand par l'innovation. On l'a vu sur les prix. Puis on a surtout aussi Sophia Antipolis, qui est un territoire où beaucoup de solutions communicantes se sont développées. Et on a beaucoup d'acteurs de télécoms. Donc c'est un vrai sujet pour le territoire. Alors, écoutez, je propose, en espérant que Hervé nous rejoigne très vite, sinon, pas de problème. Je crois que le quorum d'experts est réuni. Bon, la première question, elle est simple, hein, c'est que les médias, en ce moment, ils parlent quand même relativement souvent du déploiement de la 5G, j'ai envie de dire parfois en bien, parfois en mal. En France, dans la francophonie, nous, aujourd'hui, en fait, on voulait faire un panel qui a lieu, et on voulait faire derrière une session de pitch, puisqu'on a eu 15 sessions de pitch sur la blockchain, l'IA, les univers sectoriels, la ville. Soit on n'avait pas encore le bon radar, soit on n'est pas bon, mais des usages 5G, alors qu'on a fait, depuis le début de l'année, on a fait pitcher plus de 4000 entreprises sur le village francophone, on n'en a pas trouvé assez. Alors, est-ce qu'on n'est pas bon? Est-ce que c'est encore au début? Dites-nous tout, messieurs, qu'est-ce qu'on fait sur la 5G? Est-ce qu'on va se faire dézinguer par les Chinois qui vont arriver avec des apps, on n'aura rien vu venir? Concrètement, où est-ce qu'on en est en France, dans la francophonie et en Europe? Soyons sévères mais justes si ça doit l'être, ou au contraire optimistes. Qui s'y colle? Moi, je m'y colle. En fait, allez, on est qu'au début de la 5G et on n'est pas en retard par rapport aux autres pays. On est au début, on est dans la première phase où les infrastructures sont en train de se mettre en place. Et en fait, on est plus près aujourd'hui de la 4G plus que la 5G.
Et donc, on est loin des capacités maximales de la 5G. Et il va falloir encore attendre quelques années pour que cette on est en année, d'après voilà, toi. oui, D'accord. tout à fait, pour 3-4 ans. Alors Olivier, Oui, Antoine, en fait, même son effectivement, cloche. je vais continuer exactement dans ce sens-là. C'est que la 5G, c'est beaucoup plus une évolution de la radio uniquement. Les promesses sont multiples dans différents cas. Ça va être évidemment de la bande passante. C'est un taux de latence extrêmement bas, un temps de latence extrêmement bas, et c'est la base pour accueillir de multiples, enfin en tout cas un nombre explosif de terminaux IoT au kilomètre carré. Et donc aujourd'hui, la 5G, il faut bien voir ça, c'est une nouvelle architecture complète finalement du réseau qui se profile. Donc c'est composante radio qui démarre, Oui, alors ça, je n'avais qui a pas été dit. compris. Oui, c'est ça. Il y a quand même une voix qui a pitché, parce que je me positionne pas comme un vrai technicien. Je suis pas ingénieur de formation, mais si j'ai bien compris, c'est vraiment radio. C'est-à-dire que ça va aussi avoir, par exemple, nos réseaux Wi-Fi traditionnels peuvent être remplacés avantageusement par la 5G, par exemple. Je dis une bêtise en Alors, disant je ça. continue juste. À terme, oui, dans une phase peut-être de standard, ce qu'on appelle la release 17, où finalement le soutien, le support de l'IoT va être extrêmement, va être dans le standard. À terme, on peut très bien imaginer que la 5G puisse remplacer aussi bien des communications, des protocoles de communication d'IoT comme du Wi-Fi, effectivement. D'accord. Donc on va vers, parce que enfin j'ai pas, on sort à l'instant d'un panel sur l'IoT, ils en parleraient bien mieux que moi, mais si j'ai bien compris. Je suis là s'il y a besoin, Marc Lionel. Ah, bah, tu es là, bah oui. Donc, Vincent Lacocque à Marseille est toujours avec nous. Et Reynald également, hein, justement, de Ville, le fondateur de Ville Intelligente Mag. En tout cas, je vois encore, il sera avec nous à la remise des prix. Donc, s'il veut se joindre au débat, il est le bienvenu. Mais oui, parce que si j'ai bien compris, un des problèmes aujourd'hui de l'IoT, c'est la convergence des portails et puis peu d'interopérabilité, si j'ai bien compris. Et ça, c'est un des enjeux aussi de la 5G. Non, mais la 5G, en fait. Pour l'instant. Vous avez le droit de virer l'animateur, hein, c'est tout à fait possible. Allez, vas-y. T'inquiète pas, Marc Lionel. Marc Lionel, t'inquiète pas, je suis là. Bon, alors vas-y, oui. Tu es là. Bon, les amis, donc vous intervenez quand vous voulez, mais peut-être donc effectivement Antoine, Olivier, ou pas ici aussi. Un petit complément sur ce qui a été dit, qui est évidemment très juste. Nous, on a une vision un peu alternative de ce qu'on appelle le déploiement de masse de la 5G. Il y a le déploiement de masse et donc l'offre grand public qui est attendue derrière. Mais on peut aussi parler de la 5G comme une solution technologique de complément qui peut remplacer ce qu'on appelle les réseaux tétra ou ce qu'on appelait effectivement les réseaux basse fréquence, etc. Donc la 5G va venir, moi je vais vous donner un exemple concret, hein, tout simplement pour étayer mon propos, va pouvoir venir participer au concept qu'on entend de plus en plus grandissant de la Smart City, Smart Territoire. Et là, je reviens typiquement sur ce que disait Olivier. La 5G va permettre de manière générale de connecter de plus en plus d'objets. Est-ce qu'on en a réellement envie? Après, c'est une perception personnelle. Et va changer la manière dont la société fonctionne tout doucement. Et on n'en est qu'au début. Mais, typiquement, je vous donne un exemple très concret. On a un appel à projet pour lequel on répond pour le compte du gouvernement aujourd'hui. Il s'agit d'un projet qu'on a appelé 5 Green, 5G Green en fait, et qui va consister à récupérer des photos très haut débit des nappes de pollution atmosphérique et à les mettre en interaction avec le trafic routier d'une ville au travers un schéma directeur technique qu'on peut appréhender comme ça de loin. Le but étant que la 5G fasse aussi du bien et qu'elle ne soit pas aussi la suspicion toujours d'une pollution magnétique et énergétique supplémentaire. La 5G, ça montre bien que le très haut débit à l'échelle va permettre de toute façon de créer des services dont on ne connaît même pas encore la nature. Mais voilà le type de service qui pourrait naître demain. C'est-à-dire pouvoir influer sur du trafic de population ou du trafic routier sur l'instantanéité d'une nappe de pollution. C'est quelque chose de nouveau. Voilà. On ne l'avait pas, ça. Ouais. Je voudrais juste préciser, parce que je viens du monde des télécoms, hein. J'ai passé des années chez Bouygues. Donc, ce qui est important, c'est la différence entre la 4G et la 5G. En fait, jusqu'à maintenant, les technos qu'on avait, ce n'étaient pas des technologies très mobiles.
C'est-à-dire que la 4G, on avait du très haut débit si on était fixe. Aujourd'hui, la 5G offre la possibilité d'être vraiment mobile et d'avoir un vrai roaming entre antennes aussi. Et ça, c'est hyper important en dehors du haut débit. Et parce que voilà, chaque année, ça s'améliore. Hein, même en 4G, on a vu l'évolution. Ce qui est important, en dehors de ce très haut débit, et Antoine nous a donné un exemple qu'on ne pouvait pas faire avec les technologies d'avant, et on ne connaît pas la limite, parce que là, c'est la première 5G. Ce n'est pas la 5G théorique qui monte encore plus haut. Enfin, voilà, les évolutions vont arriver, mais le très haut débit va générer plein d'usages qu'on utilisait avec des ondes physiques. Hein. On va peut-être devenir comme des pays africains, c'est-à-dire avec moins de physique et plus de mobilité aussi. Ouais. Les réseaux Tétra, c'est les réseaux radio qu'on utilisait, qu'on était revenus même, hein, les spécialistes à Toulouse qui ont développé des réseaux radio. Et on se rend compte que ces réseaux radio vont sûrement redisparaître avec l'arrivée de la 5G, mais surtout, c'est cette mobilité, cette gestion des informations et des échanges en mobilité, sans perte de données, parce qu'on ne s'en rend pas compte en termes d'usage quand on téléphone ou même quand on envoie des données dans un train ou dans une voiture. En fait, on a plein de coupures, mais comme on envoie des 0 et des 1, on ne s'en aperçoit pas vraiment. Voilà, donc ça, c'est les deux gros focus, c'est le très haut débit et la mobilité, et donc on voit ce gros débit en mobilité. Un grand merci pour cet éclairage. On pourrait évidemment tout faire une émission sur où est-ce qu'on en est. Mais bon, la question suivante, elle est bête, hein, mais on a beaucoup entendu parler de la suprématie chinoise, en l'occurrence, sur les réseaux, les équipements, etc. À moindre niveau, on a aussi entendu parler de la suprématie américaine. Alors, est-ce que c'est une légende? C'est vrai. Est-ce que l'Europe, elle est dans la course? Est-ce qu'elle est déjà dépassée? Comment vous vivez? Alors peut-être qu'Olivier, acteur européen d'excellence, ça va nous dire le contraire, mais où est-ce qu'on en est vraiment par rapport à cette course mondiale? Alors là, j'ai deux aspects dans la réponse. Tout d'abord, on peut parler effectivement équipementiers. Les équipementiers, effectivement, on connaît tous. Il y a les équipementiers chinois, il y a les équipementiers européens, tels que Nokia, Ericsson, et il y a des équipementiers coréens. Dans la 5G, il n'y a pas trop d'équipementiers américains. Et pour dire, est-ce qu'on est dans la course, est-ce qu'on n'est pas dans la course, évidemment, je vais donner les chiffres Nokia. Hein. Aujourd'hui, on a 220 accords commerciaux dans le monde. Hein. Ce n'est pas que dans la francophonie, mais dans le monde, dont 165 sont des accords commerciaux à grande échelle. Donc, on est dans la course. L'Europe et Ericsson, je pense, a autant que nous. Donc, on est dans la course. Très clairement, les Européens sont dans la course en termes d'équipement. Ils en ont 200, ils en ont 2000, ils en ont combien les Chinois en comparaison? Non, je pense que je ne saurais pas vous dire, mais je pense qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur au niveau mondial, hein, j'entends. Et sur ces 160, parce que pour revenir à la première question, il y en a 65 qui sont aujourd'hui en service. Donc, la 5G, ça se déploie. Et juste pour terminer sur cette partie-là, hein, en France, les 4 opérateurs ont déployé avec des stratégies marketing peut-être un peu différentes. Certains sur des bandes basses, certains sur les bandes moyennes, donc 3.5, celles qui ont été attribuées l'année dernière par l'ARCEP. En Belgique, si on prend un autre pays francophone, de la même manière, les opérateurs déploient. Donc, pour revenir à la question, j'allais dire faiblesse ou force, en Europe, en termes d'équipementiers, on n'a pas à rougir, il ne faut pas s'arrêter, évidemment. Il y a de la concurrence extrêmement forte, hein, on le sait bien, mais on n'a pas à rougir. Après, du point de vue opérateur, effectivement, en 2018-2019, la toute première phase de la 5G, parce que les fréquences de moyenne à 2.5, 3.5 GHz, à moins de 6 GHz n'étaient pas attribuées. Les Américains, eux, sont partis sur des cas d'usage de fixed wireless, d'accord, à 28 GHz, et les Coréens étaient partis aussi de leur côté. Donc, effectivement, l'Asie et les États-Unis avaient été un peu en avance sur l'Europe sur la première phase. Aujourd'hui, on attaque la deuxième phase, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les opérateurs ont leur fréquence, ils déploient sur le mode NSA, donc c'est-à-dire avec un ancrage en 4G, mais 2021, les opérateurs vont passer avec un mode autonome. Et comme l'a dit Antoine, je pense que c'est extrêmement important, là je parle des opérateurs, mais
en parallèle, il va y avoir les industriels, les villes qui vont également commencer à déployer. Et l'Europe n'est pas en reste. Par exemple, nous, on travaille avec la ville de Graz en Autriche, qui a fait le choix dès le début de déployer la 5G sur son territoire pour les faire le service aux citoyens. Donc voilà, l'Europe est dans la bataille. J'allais dire, l'innovation est devant nous. La promesse est devant nous de véritablement, j'allais dire maintenant, développer la 5G sur tous les cas d'usage dont on reparlera, je pense. Ok, merci pour cet éclairage. Reynald, tu demandais la main. Donc, Reynald, fondateur de Ville Intelligente Mag. Là, tu es en mute, par contre, pour l'instant. Il est coupé. Ouais. On voit la main jaune, mais on ne voit pas ton… Bon, je te laisse peut-être enlever ton mute et je te redonne la parole. Ouais. Vas-y, Reynald. Je disais merci. Voilà, je disais merci. Enfin, globalement, il faut bien penser que la diversité des réseaux télécoms, quels qu'ils soient, il y a 30 ans, je travaillais sur des réseaux Motorola. On a tous travaillé sur la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, demain la 12G, la 40G. Ce qui est important, c'est au-delà d'une classification, c'est de comprendre par rapport aux usages. Les objets connectés, des territoires enclavés ou des territoires avec un ADN de bord de mer. Si je prends le Cap-Breton, par exemple, qui passe de 60 000 à 200 000 habitants l'été, tout ça, ce sont des solutions qui sont très difficiles à résoudre pour des problématiques de télécom. Le groupe Altaïs connaît très, très bien pour avoir participé sur différentes études sur lesquelles on était présents, nous également. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ces technologies qui sont là, on a une inertie, nous, en France, qui est très importante par rapport au monde. Cette inertie, c'est une inertie de précaution. Surtout, c'est la consommation Internet. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un débit plus important parce qu'on concite des sites avec des photos très haut débit, on est de plus en plus en vidéo, on change de média. Donc, toutes ces données, pour pouvoir délivrer en mobilité une information, eh bien, il faut trouver des infrastructures. Par contre, la 5G est un apport essentiel en complément des réseaux LoRa, Sigfox pour les citer, notamment pour les objets connectés, est un complément de la 4G, mais ça viendra toujours en complément. Ce que je veux dire, c'est que la stratégie va se faire progressivement. Les évolutions, alors on le voit, nous, avec toutes les entreprises qu'on fait participer, les entreprises qui travaillent sur la notion de données, il ne faut pas perdre une seule chose qui est fondamentale dans ce marché, dans cette course, c'est la gouvernance et la souveraineté de la donnée et des réseaux. Donc là, c'est quand même le point le plus important. On a un opérateur français, donc qui est Altaïs, qui est, je sais, sensible. Donc on a aujourd'hui des serveurs, des data centers qui sont plus propres en termes de développement, qui sont réinjectés, c'est-à-dire que les unités de valeur thermique sont réinjectées dans des circuits de chauffage. Donc on a cette conscience, mais on a aussi cette conscience et cette responsabilité juridique de nos données. Il faut qu'elles restent en France. Alors je suis un Gaulois, je vous rappelle que le Club de l'Arche a été créé il y a 25 ans avec Jean-Michel Billot, donc j'ai eu une formation rapide, comme tu le sais. Donc je suis très Gaulois et je veux qu'on garde un peu cette souveraineté de nos données, parce que lorsqu'il y a un problème juridique, eh bien, on a quelqu'un vers qui se retourner. On parle d'Aurillac, il y a 10 ans, déjà d'avoir de la DSL, c'était juste impossible. Aujourd'hui, on enlève le cuivre, il va bien falloir trouver une alternative. Donc, je pense que ça va s'accélérer. C'est l'engagement de M. Cédric O auprès d'Infranum de faire accélérer le raccordement et faire développer aussi la 5G. Et donc, là, l'Europe, elle est pas plus, je crois. Antoine, oui, même volontiers. Est-ce qu'on a des complexes à avoir quand même? Parce que nous, quand on dit on est 500 millions de francophones, on n'est déjà pas lourd par rapport aux 1,2 milliard de sinophones. Mais 4-5 plaques linguistiques, si on était moins idiots entre les lusophones, les hispanophones, on ferait largement le poids. Apparemment, les places, on en est où, Antoine? Moi, j'adore la question. Alors, il y en a qui diraient que c'est une question bistrot. Moi, je trouve que c'est une question qui est essentielle. Je vais faire plaisir à Olivier, et je le pense sincèrement. Heureusement qu'on a Nokia et Ericsson en Europe. Voilà, je vais commencer par là. On a 2 équipementiers fleurons qui sont de très bonne qualité. Je ne sais pas quel est leur niveau par rapport à leurs concurrents mondiaux, mais heureusement qu'on les a en Europe. Ça choquera personne si je dis que sur beaucoup de sujets industriels et de commerce, les Chinois et les Américains viennent s'essuyer les pieds en Europe régulièrement et qu'on est plutôt dans des stratégies de suiveuses que des stratégies proactives. Ça, c'est la réalité. Maintenant, moi, je vous apporte mon témoignage, encore une fois, le plus concret, le plus limpide possible. C'est que je sens un nouvel élan en France. Pourquoi? Parce que la 5G, c'était très bien dit par Olivier, mais aussi par les autres interlocuteurs, c'est l'occasion d'une nouvelle donne. Technologiquement, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, je ne me souviens plus de votre prénom. Vincent. Oui,
Oui, vous l'avez très bien dit. Technologiquement, il y a une révolution qui est en train de s'opérer. Et donc, il y a une nouvelle donne pour les opérateurs qui ont d'autres possibilités pour acheter leurs équipements, qui peuvent revoir peut-être un peu leurs solutions, leur architecture. Et donc, il y a des modèles différents avec possibilité éventuellement de tirer des acteurs vers le haut. Le gouvernement l'a détecté et se dit, pour l'industrie française, ce serait quand même pas mal de profiter de la nouvelle donne de la 5G pour créer une dynamique. Il ne s'agit pas de créer 5-6 Orange ou des opérateurs massifs. Il s'agit juste de permettre aux Français qui sont des gens souvent intelligents et souvent performants sur les matières techniques d'avoir des économies pérennes. Et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement nous a confié le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui consiste à positionner un environnement 5G souverain de bout en bout pour une solution verticale. Donc, je dis pourquoi souverain de bout en bout, et c'est très important ce qui a été dit juste avant moi par Reynald, c'est pour la maîtrise de la donnée. C'est pour s'affranchir de toutes les polémiques sur qui nous espionne, qui récupère les données. J'ai un équipement Huawei en Occitanie. Est-ce que je ne suis pas en train de siphonner les données d'un mec qui travaille chez Airbus? Ce n'est pas mon sujet. Mais on s'affranchit de ça définitivement avec des solutions souveraines. Et aujourd'hui, ce qu'on fait avec le Cœur Alice, donc un équipementier de cœur français virtuel, avec l'équipementier AW2S du groupe Cerma, qui est un équipementier français, on crée une chaîne de valeur franco-française. Et ça plaît au gouvernement. Et il faut que des acteurs comme nous aient une place raisonnable. Il ne s'agit pas d'aller marcher sur le pied d'Orange. Et il ne s'agit certainement pas de ne pas apprécier les performances d'un Nokia ou d'un Ericsson qui a 50 ans d'expérience et qui mérite très largement sa place. Il s'agit juste de dire oui, c'est un sujet, comme ça a été dit très bien par Reynald d'avant, et il faut des solutions franco-françaises pour garantir la souveraineté et la maîtrise des données publiques, tout simplement. Donc les cartes peuvent aussi être rabattues et des opportunités, notamment pour les opérateurs. Je ne pose pas la question parce qu'on a peu de temps sur les terminaux, parce que là, je pense qu'en Europe, on n'est pas super, mais peut-être que du côté de Nokia et d'Ericsson, on va nous sortir de nouvelles bestioles qui vont épater. Nous, alors vous savez… Peut-être juste sur les terminaux, parce que c'est intéressant et c'est pas pour… C'est vrai, en fait, il y a 71% des terminaux en 5G sont des clients mobiles, sont des téléphones. D'ici 2-3 ans, 50% des terminaux seront en fait plutôt des terminaux industriels, des terminaux M2M sur la 5G. Donc, il y a un pan complètement nouveau et complètement ouvert pour l'innovation derrière ces nouveaux types de terminaux que la 5G va pouvoir offrir. Voilà. Important de le dire. Alors, si vous ne connaissez pas la structuration du village francophone, le village francophone, c'est aujourd'hui 1400 membres actifs dans 19 pays, 35 régions du monde. On est structuré en collectifs sectoriels. On en a 32. La santé, l'éducation, etc. Et on est en train, et grâce à vous, on a bien l'espoir de créer nos 20 collectifs technologiques qui, eux, vont être en ressources pour les 32 collectifs sectoriels. Ces 32 collectifs sectoriels, ils sont connectés, ils vous écoutent, ils apprennent. C'est de l'intelligence collective, donc on fonctionne en réseau, pas neuronaux, mais presque, avec 85 territoires. Et donc, eux nous posent des questions toutes bêtes. Moi, je suis le coordinateur santé, je suis le coordinateur éducation. Qu'est-ce que vous avez à m'amener là? Alors, c'est vraiment la question qu'on voit aussi beaucoup dans la presse, c'est les usages, un peu ce qu'a dit Reynald tout à l'heure. Quels sont les secteurs qui vont, après vous, là, est-ce qu'on commence à voir, vous avez des radars mondiaux, quels sont les secteurs qui vont en profiter le plus vite? Avec justement nous, au sein du village, avec quel coordinateur sectoriel faut-il qu'on vous rapproche en proximité? Parce qu'on a des grands groupes derrière nos coordinateurs usage. Et concrètement, est-ce que vous avez déjà identifié dans vos radars les premières killer applications, des choses qui font la différence ou qui vont la faire? Parlons usage. Est-ce que c'est trop tôt? Vous avez le droit de me dire c'est trop tôt. Vas-y Antoine. Je peux commencer et ce sera très rapide. Typiquement, nous, je sens qu'il va y avoir des usages assez révolutionnaires sur la médecine. Parce qu'effectivement, la puissance de la 5G permet de garantir un niveau d'intervention à distance digne de la chirurgie de précision ou d'opérations extrêmement sensibles où évidemment il faut avoir des performances de connectivité qui soient totalement au rendez-vous. On le voit aussi dans l'environnement et c'est un paradoxe et je pense que la 5G pour le coup devra se défendre de ce qu'elle peut apporter à un environnement. On le voit aussi au tourisme, bien sûr, parce que ça va permettre des interactions beaucoup plus fortes entre les individus et l'environnement direct. Donc, voilà ce qu'on voit. En tout cas, ce qui est important, c'est effectivement d'aller très vite sur les services.
il faut des Moi, services pour que les gens adhèrent. Les coordinateurs Green Tech, et eux, il va falloir effectivement, parce que certains sont critiques, hein, ce n'est pas le débat du jour. Ils ont raison, il faut être critique. Il va falloir les embarquer. Et donc, les collectifs, le coordinateur santé, on était juste avec eux en début d'après-midi, là, les Montréalais, les Africains et les Européens. Et puis le collectif, donc, tourisme, et ça va leur faire plaisir, puisqu'évidemment, après 18 mois de Covid, l'industrie du tourisme est en pleine recherche de nouveaux leviers d'accélération. Aubin, je crois que toi, tu t'occupes également de l'observatoire des usages. Il y a des trucs qui sont en train de sortir. Qui veut également témoigner sur les usages? Sur les usages, il y a les usages qu'on voit, comme Antoine dit. Olivier a dit, hein, les objets connectés, ça va être une vraie révolution. Mais si on parle on va dire de vie de tous les jours, on va avoir une vie complètement connectée entre sa maison, son travail. On pourra avoir des vraies interactions, des vrais médias vidéo qui vont interagir. Si on prend les exemples de Netflix, des abonnements Canal et autres, où on a toujours des soucis par moment de réception, de débit et de format, il n'y aura plus de limite en fait. La 5G a un débit suffisant pour passer énormément d'usages et des usages aujourd'hui, mais c'était pareil avec la 4G. Enfin, moi, je suis rentré chez un opérateur télécom, on était au GPRS. Donc, c'était au niveau du Minitel. La chance. Donc, voilà. La chance, moi, c'était. Avec le téléphone, du film qu'on a tous connu. Voilà. Donc, on faisait du Minitel. On arrivait à faire des guides touristiques. Si on parle de tourisme, voilà, une vraie interaction dans un musée, on va être guidé, quelle que soit sa voix, de la traduction simultanée. Aujourd'hui, on fait du fake avec des applis ou avec des personnes à distance qui traduisent. Mais là, on va voir, on pourra partir n'importe où sans avoir rien préparé, pas savoir parler la langue, pas avoir la monnaie, parce qu'on pourra avoir la monnaie directe, on pourra faire des échanges, des transactions. Voilà, si on parle de blockchain, Julien en est témoin, mais même toutes les monnaies. La 5G va nous permettre de ne pas avoir de limite de débit. Aujourd'hui, ce qui va être le plus long, c'est d'avoir des réseaux qui vont atteindre un niveau géographique important, et c'est ça qui va faire que ça va prendre 2-3 ans, selon les pays, parce qu'il y a des pays bien plus avancés. Il faut quand même considérer que la 5G, c'est quand même une structure beaucoup plus légère en termes de déploiement d'infrastructures. Donc aujourd'hui, la 5G vient en complément, notamment de zones rurales, hein, des zones où plutôt, je dirais, c'est vraiment l'enjeu pour le tourisme. 57% des personnes consultent ou se font guider lorsqu'ils sont en vacances. On a des délais très courts. Donc sur des lieux remarquables, sur des lieux de tourisme, eh bien, c'est vraiment l'enjeu. L'enjeu, pour moi, 2021-2022 de la 5G va être fortement axé sur le tourisme, et on le voit au travers de toutes les innovations qui sortent et toutes les demandes des territoires. Le deuxième parallèle, c'est aussi d'être un peu une alternative où on va s'affranchir d'un opérateur plus qu'un autre. C'est aussi d'être capable de pouvoir proposer des solutions d'usage. Là, vous le voyez, on a eu cette période sanitaire qui a été complexe. On a rebondi donc, dans le cadre, lorsque Marc-Lionel, on faisait un My Global Village au CES de Las Vegas, on l'a fait cette année en digital. On a aussi pris cette culture du télétravail, mais seulement le problème, c'est qu'il faut apporter de la data, il faut apporter de la connectivité au plus proche. Et donc, les opérateurs institutionnels sont des opérateurs qui travaillent sur une dynamique de massification. Il y a la masse, je vais tirer, il ne faut quand même pas oublier 82% du coût d'un déploiement de fibre optique, c'est du VRD, hein, c'est des trous dans la route. Donc là, c'est un vrai métier. Bien, la 5G va permettre quand même, en utilisant des infrastructures existantes, de pouvoir développer cette mobilité. Moi, je le vois, dans mon entreprise, on a des grands opérateurs, puisqu'on a des opérateurs orientés dans le tourisme. On a des parcs, des zoos, des parcs de loisirs très importants. Il faut penser que lorsqu'on se déplace, c'est là où on a besoin d'avoir une connectivité. Et cette connectivité, comme on ne se rend pas bien compte, c'est de la donnée. Et c'est très important, cette donnée. Donc voilà, il faut rester vraiment sur ce focus. La 5G va être la capacité de pouvoir accéder. Le Wi-Fi fonctionne très bien. On vend de plus en plus de Wi-Fi, moi, au niveau de mon entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une stratégie. L'Europe, avec Wi-Fi for You, a fait un investissement très lourd massivement. Je regrette malheureusement que les territoires, les collectivités françaises ne l'aient pas saisi par rapport à nos confrères allemands, autrichiens, etc. Je trouve ça un peu dommage, mais il y a des enjeux. On ne peut plus passer sans le numérique. Donc, la 5G
est vraiment la complémentarité des grosses infrastructures qui va permettre à des villes qui sont peut-être plus modestes, hein, ce ne sont pas les métropoles, et en effet, on a l'avantage d'avoir deux opérateurs très importants. Moi, je suis basé à Angers, donc forcément au cœur même de l'IoT, mais tous ces développements, tous ces produits et toutes ces innovations ne valent rien s'il n'y a pas une vraie infrastructure que l'on maîtrise. Hein, je pense. Hein. Donc, à la green tech, bien évidemment. On voit les serveurs. Aujourd'hui, vous avez des serveurs décentralisés pour 150 000 €. Vous avez un tank où vous mettez vos data en local. Et puis, c'est le principe du caloporteur. Et puis, derrière, vous restituez, vous chauffez la piscine municipale ou le camping. Donc, il faut vraiment être soucieux. C'est que ce n'est plus les constructeurs, je suis désolé pour Nokia, hein, moi j'ai commencé ma carrière il y a 35 ans chez Motorola, ce ne sont plus les constructeurs qui mènent la danse, ce sont les utilisateurs. Donc, les utilisateurs demandent de plus en plus et les constructeurs sont obligés de répondre. C'est ce qui a vraiment changé dans notre zone de comportement. Voilà. Merci beaucoup. On arrive. Olivier, une réaction? Peut-être pour continuer, donner des cas d'usage, parce que pour dire justement que les constructeurs accompagnent leurs utilisateurs. Je pense à deux, trois exemples. En fait, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de métropoles qui cherchent une voie vers le durable, vers la durabilité, vers la sobriété. Et finalement, la 5G, à travers son impact sur la mobilité, son impact sur l'énergie, peuvent accompagner ces collectivités vers ce greener, vers cette vision plus verte. Et pour donner deux exemples concrets aujourd'hui de cas qui sont déployés, je prends l'exemple de Paris to Connect, hein, qui est un projet d'innovation qui est dans Paris avec des partenariats tels que la RATP, tels que ATC Signify, où c'est un chemin de 3,5 km de navettes autonomes, donc piloté par la 4G, 5G. Alors, c'est une navette autonome, donc c'est un premier cas d'usage dans la mobilité, mais c'est également évidemment la possibilité, puisque en fait, c'est une modernisation des candélabres tout du long du chemin, évidemment, comme ça a été dit, de récupérer de la data sur des capteurs environnementaux, c'est de construire finalement ou d'aider finalement la ville ou là le quartier à construire un jumeau numérique. On a exactement le même cas d'usage pour la 5G, et là, pour la 5G millimétrique, donc on n'en a pas du tout parlé, on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui, mais les nouvelles fréquences millimétriques en 26 GHz vont être aussi source véritablement de nouveaux cas d'usage pour les territoires. Mais dans les villes d'Espoo en Finlande, il y a de la manière un corridor intelligent qui est en train de se créer, donc à l'initiative de la ville, pour avoir une navette autonome, pour avoir finalement des cas d'usage plutôt dans le public safety, ce que j'appelle, c'est-à-dire dans la sécurité des citoyens à travers de la vidéoprotection, etc. Pour le citoyen. Et voilà, le nombre de cas d'usage est absolument sans fin. Donc alors, messieurs, comment ça les sourcer? Parce que dès qu'on est prêt, est-ce que ça sera sur Polytech, on aura un village? Est-ce que ça sera à la SITEL, la Semaine du Transport et la Logistique? Est-ce que ça sera au Barcelone Smart City, le GITEX et l'Expo universelle de Dubaï, le sommet de la francophonie de Gerban? On aura des villages là-dessus. Dès que vous êtes prêts, on organise une session de pitch. On fait pitcher devant nos élus. On a 85 territoires au sein du village francophone de 19 pays, etc. Ils attendent des usages. Et vous avez prononcé le mot-clé. Ils les attendent sous forme de chaîne de valeur. C'est-à-dire que nos élus, leur dire un catalogue après-d'air, ils veulent vraiment qu'on leur présente des démonstrateurs. On a commencé à le faire avec d'autres collectifs. Nous attendons en grande urgence des démonstrateurs des usages. Alors, on va y travailler, c'est vrai, avec Infranum, hein, ça fait partie de nos enjeux de rapprochement actuels. Mais en conclusion, messieurs, pour en savoir, là, il va y avoir l'été, vous avez des portails, vous avez des événements, vous avez des rendez-vous dans les semaines à venir. Un dernier tour de table pour inviter les communautés du village francophone qui suivent nos temps forts, pour leur donner un peu des outils de travail. C'est le dernier tour de table. Il vous reste en gros 30-35 secondes chacun pour un rendez-vous, un site web pour en savoir plus. Qui s'y colle?
Je vais faire juste un petit rappel, si tu me permets. Allez, vas-y. Juste, moi, 2 secondes. À ta gloire, grand seigneur et grand maître, il faut quand même savoir que sur Ville Intelligente Mag, c'est 22 000 personnes qui ont suivi cette session de 5 jours et c'est quand même pas loin de 4 600 personnes connectées par jour. Donc, juste continuer, il faut qu'on continue dans cette dynamique de pouvoir permettre à tout à chacun de s'approprier parce que plus on va avoir de pédagogie, plus on va expliquer, plus on va faire émerger des usages. Donc, je crois qu'il est plus qu'important, avec cette période que l'on vient de passer, de relancer. Ce ne sont plus les salons qui sont importants, c'est des missions, des émissions courtes sur lesquelles on participe. Donc, merci Marc-Lionel, et à tout à l'heure. Merci à toi, merci à nos 30 partenaires médias, mais c'est vrai que Ville Intelligente Mag fait un travail phénoménal et je te remercie vraiment publiquement. Et je compte d'ailleurs sur toi tout à l'heure pour la remise des prix où on va mettre en visibilité pour nos gagnants dans quelques dizaines de minutes en tout cas. Merci Rénal Verquin, merci à Ville Intelligente Mag et merci au collectif d'Angers que tu es en train de structurer en complément évidemment avec Michael Toby qui coordonne tout le collectif de la région pays, j'allais dire Centre-Val de Loire, on manquerait plus que ça, Pays de la Loire. Merci Rénal. Ok, allez on continue. À tout à l'heure. Vincent est pas avec nous, il se reconnectera dans quelques minutes pour la remise des prix. Messieurs, Antoine, Olivier, votre conclusion pour savoir plus. Je vous remercie beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a une énergie colossale dans cet événement. Je l'apprécie énormément. On a un événement, je pense que j'y croiserai d'ailleurs Olivier, en octobre. J'étais en train de regarder les dates, le 6 et le 7. C'est l'université, c'est ça? Aubin, c'est quelle date? C'est l'université. Aubin peut en parler. Il n'est pas dit qu'on n'ait pas je ne vais pas reparler, on en avait parlé il y a quelques temps avec Hervé, là, les équipes qui ont eu un petit changement, mais du coup, il n'est pas impossible qu'avec le village, on se connecte à cette occasion-là, qu'on vienne avec nos cams, nos équipes, évidemment les réseaux qui pourraient donner tout de suite cette partie francophone, notamment sur l'Afrique, on a pas mal d'enjeux communs, donc ça serait cool, on en reparlera avec Hervé. Vous êtes les bienvenus à Toulouse, bien sûr. Voilà. Ok. Et bien sûr, tous les bienvenus au sud de la France. Toulouse est une ville très séduisante et on a les moyens de vous recevoir dans de très bonnes conditions chez nous. On a nos propres murs. On héberge d'ailleurs des locataires, donc vous êtes les bienvenus. Et puis, on communiquera beaucoup sur les projets innovants sur nos sites internet, si ça vous intéresse. Et puis, bien entendu, je reste à disposition de toutes les personnes intéressées. Alors, nous, on a besoin à l'événement. Toulouse, évidemment, on est très demandeurs. Nous, ADOC, qui est partenaire officiel du village francophone, et puis Martin Vonzal, qui est l'éditeur de Tous l'écho, qui est le partenaire pour le territoire Occitanie, a pour mission vraiment de structurer dans les semaines et les mois à venir le village francophone Occitanie. Évidemment, Antoine, un dirigeant charismatique, un groupe qui est emblématique, on a besoin de soutien et ça serait vraiment cool. Mais avec plaisir. Il faut venir. Il y a un bistrot tous les 50 mètres à Toulouse. Donc, on le vit plutôt bien, surtout que les chaleurs sont arrivées et que les terrasses sont enfin disponibles. Venez nous voir, vous ne le regretterez pas. Les rendez-vous sont pris et l'aspect humain est au cœur de tout ce qu'on bâtit, même si depuis 18 mois, on rigole moins avec la Covid, mais c'est au cœur de tout ça. Un grand merci. Antoine, je pense qu'on va vous retrouver très, très souvent dans nos rendez-vous. Avec plaisir. Événements, que ce soit tant que j'aurai des choses à dire intéressantes, bien sûr. Et voilà. Et puis effectivement, il y aura toutes les learnex du second, puisqu'on va commencer à reprendre l'avion quand même. Est-ce qu'il faut y aller plus souvent? On ne le sait pas. C'est vrai que c'est des questions qui vont se poser. En tout cas, on est résilient, on sera à distance, on sera sur place. Dans les deux cas, on sera connecté. Olivier, un petit mot. Oui, Olivier, peut-être un événement aussi qu'il faut pas rater, c'est l'atelier des territoires connectés. Donc là aussi, qui aura lieu à Lille, donc le 9 septembre, piloté évidemment avec Infranum et avec Aubin. Donc ça, c'est aussi également absolument à mettre sur tous les agendas. La première session avait eu à Angers d'ailleurs il y a quelques mois, enfin voilà, avec le Covid, on ne sait plus compter les mois, mais c'est un merveilleux fourmillement d'idées et pour les territoires de demain, pour la 5G, mais pour l'IoT, pour tout ce qui est, j'allais dire entre guillemets, services innovants autour des territoires. Alors, c'est vrai qu'on discutait, on ne savait pas si, effectivement, j'en profite pour saluer Hakim Oural, qui, d'ailleurs, c'est Hakim qui m'a présenté Infranum il y a quelques mois et qui, effectivement, est un soutien un peu historique également avec le collectif Hauts-de-France, que je salue, et Monji Sidi, le président de la French Tech, qui a également, cette semaine, nous a invité le ministre de Tunisie, le ministre des Télécoms, à l'antenne du village francophone. Donc, merci, évidemment, Olivier.
Merci Antoine, merci Aubin. Tu aurais peut-être dû se mettre. J'ai des membres parfaits quand même. Ils font la réclame pour les événements infranium, les ateliers des territoires connectés, les UTHD. Impressionnant. Et il y a un observatoire aussi, il y a plein de choses au sein d'Infranum. Il y a plein de publications. Et peut-être pour faire le pont avec évidemment le village francophone, on se retrouve tous à la fin du mois de novembre à Djerba pour le sommet de la francophonie. Alors, le sommet de la francophonie, je crois que ça sera le prochain gros rendez-vous. L'annonce, le ministre de Tunisie des Télécoms a vraiment annoncé, et je le remercie évidemment, Mohamed Fakrayen, d'avoir officiellement annoncé l'invitation du village francophone, un peu comme un des bras armés d'un événement qui parfois est un peu institutionnel. Et là, on est vraiment mandaté là-dessus. Donc, on y sera. Et évidemment, on n'est jamais que la somme des bonnes énergies de nos collectifs. Infranum. Et j'aperçois Michel Bricteux pour la Wallonie. Je ne sais pas si les cousins québécois, africains ils sont pas sur le Zoom, mais ils sont peut-être avec nous sur le canal YouTube et sur les partenaires médias. On a besoin de vous, les amis. On renforce le collectif 5G et on attaque comme d'habitude. On chasse en groupe sur tous les grands rendez-vous. C'est bon, on est dans les temps. On a dépassé 2 minutes, mais on s'en remettra puisque la remise des prix, c'est dans 25 minutes maintenant. Un grand merci au futur collectif 5G, à Infranum et aux intervenants. On se retrouve dans 25 minutes. On a combien, Inès? 12 prix à remettre, plus évidemment énormément de dynamique. Rédal sera là, les partenaires médias seront là, les territoires amis également. C'est le moment d'intervenir. Je compte sur toi, Vincent. Je compte sur toi, tous les territoires. Merci. À tout de suite. Au revoir.